nous allons retrouver avec nous en visioconférence depuis la Bretagne le professeur Guy Valencien, chirurgien et membre de l'Académie nationale de médecine, pour nous apporter son regard sur l'évolution globale de la médecine sous la pression de l'intelligence artificielle. Il est là, professeur Valencien, bonjour. Bonjour. Je vous cède la parole pour nous parler de médecine et d'intelligence artificielle. S'il y a des questions, vous pourrez les poser tout à l'heure au professeur Valencien. C'est à vous. Je vous remercie. On en a pour une petite vingtaine de minutes, je pense, puis ensuite des questions, si vous voulez bien. Ça nous va tout à fait. Alors, médecine et intelligence artificielle, vaste sujet, mais qui, en fait, n'est pas différent d'autres domaines d'activité humaine. Nous sommes confrontés à un bouleversement absolument colossal de ce qu'est l'humanité par rapport à l'émergence de la machine pensante, de la machine de plus en plus agissante avec les robots, de la machine transformante avec la génomique, qui, liée à l'informatique, l'intelligence artificielle et les neurosciences, forme un tout qui est en train de nous poser la vraie question de qui nous sommes, en fait. C'est ça le débat. Que sommes-nous, les hommes de chair et de sang, par rapport à ces instruments, à la puissance et à la vitesse d'action et de décision parfois exceptionnelles. Or, c'est vrai que quand on regarde, l'homme est un animal curieux parce que il n'a jamais été un super-héros. On n'avait pas de longue queue ni de grande défense, on n'avait pas de fourrure, on courait pas si vite que ça à se faire bouffer par un lion ou par un guépard, on avait des portées qui étaient assez peu nombreuses et qui étaient incapables de se mettre debout dès la mise bas. On pourrait multiplier à l'infini comme ça nos tares, ou en tout cas nos caractères assez médiocres dans la nature. Et ce qui nous a fait nous développer, ce sont deux choses qui sont l'intelligence de nos cerveaux. Nos cerveaux sont des instruments qui consomment 20% de l'énergie dont nous avons besoin pour un volume de 2% de notre corps. C'est une machine extrêmement dispendieuse en énergie, et si nous avons pu nous augmenter, je dirais, avec ce terme-là, c'est parce que nous avons su en partie faire du feu, cuire des aliments qui nous ont permis d'améliorer l'ingestion, et là encore d'augmenter peu à peu nos cerveaux. Et la deuxième chose, c'est la communication. Nous sommes des êtres de collaboration, de communication. Nous sommes des petits égoïstes individuels, mais on ne peut pas vivre en égoïste. On est bien obligé de partager, de discuter, de s'entendre avec les autres. Donc nous sommes à la fois des gros égoïstes et en même temps des relationnels nés. Et nous avons des neurones, ces neurones miroirs que Rizzolatti avait mis en évidence chez les animaux, chez les chimpanzés en 1996. Nous avons ces neurones miroirs qui nous font nous imiter les uns les autres. Quand vous regardez, je cite toujours cet exemple, dans une crèche, vous avez un bébé qui se met à pleurer et toute la crèche se met à pleurer dans la minute. Ou sur un stade, quand vous levez les bras, tout le monde lève les bras et la holla est partie. Donc nous sommes comme ça, nous sommes des êtres à la fois égoïstes et sociaux, éminemment sociaux, et l'intelligence artificielle est en train de bouleverser tous ces rapports que nous avions acquis peu à peu, civilisation par civilisation, du village, enfin des chasseurs-cueilleurs en petites équipes de 15 à 20 personnes, se baladant sur des territoires de quelques kilomètres carrés, ensuite avec le caractère sédentaire progressif, il y a à peu près 10 000 ans, du côté du croissant fertile, et puis à partir de ces petites zones où on s'est mis à cultiver la création des villages, des villes, des cités, des États, des empires. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à cette donne de savoir qu'allons-nous faire, quels seront nos rapports avec cette intelligence artificielle. En médecine, il est clair que tous les progrès que nous constatons nous amènent à nous transformer totalement. Je dirais que le diagnostic ne sera plus fait par le médecin. En gros, la machine va le faire à ma place parce qu'elle ira chercher des hypothèses auxquelles je ne pense pas. Et comme nous voyons des malades qui viennent de plus en plus loin, c'est toujours utile de savoir qu'ils peuvent avoir des maladies que nous ne connaissons pas sur nos territoires. Sur le plan de l'indication du traitement, pareil, si vous voulez. Comment voulez-vous que je puisse analyser le génotype d'une tumeur, d'un cancer du rein? Il faut analyser 3 milliards de bases que forme le génome. Donc c'est pas la peine. Moi, je rengaine et je dis à la machine, dis-moi ce qu'il faut faire. Et puis sur le plan de l'effection du traitement, là encore, la robotique va de plus en plus nous aider, voire peut-être nous remplacer dans un certain nombre de domaines, dans la mesure où la machine agit toujours de la même façon, extrêmement lentement, régulièrement, avec une précaution quasi absolue, sachant qu'elle a cette qualité que nous n'avons pas,
c'est elle s'arrête quand elle ne comprend pas. Alors que l'homme, lui, est capable, parce qu'il a envie de gagner, d'y aller, de forcer, et c'est là où il lui arrive la complication. Donc on voit que la machine, en plus elle travaille jour et nuit, 24 heures sur 24, n'est jamais dépressive, bourrée ou alcoolo, donc elle a quand même des avantages énormes dans la réalisation de tout ce qui est programmé. Alors que nous restera-t-il? Et moi, pauvre bipède pensant, que me restera-t-il à terme? Que vais-je effectuer dans ma vie? C'est bien gentil de jouer à la belote, à la pétanque, mais ça ne me suffit peut-être pas. Et probablement, je vais non pas m'augmenter, j'en reparlerai, mais si, je vais en parler d'emblée. Non pas m'augmenter, parce que m'augmenter, mais pourquoi faire? Pourquoi aller chercher l'immortalité? Pourquoi aller chercher à être capable de lever 100 kilos et de les projeter à 200 mètres de distance, ou de courir à 200 km/h, ou de faire des bonds de 50 mètres par-dessus des rivières? Je n'en vois absolument pas l'intérêt. Qu'est-ce que ça m'apportera de plus? Rien. Et pourquoi aller chercher à m'augmenter ma durée de vie? Nous sommes programmés pour 115 ans à peu près, la durée de John Calment, et nous y allons progressivement en réduisant les décès précoces. Et au-delà, faut-il aller se mettre à vivre 1000 ans ou aller tutoyer l'immortalité? Nous allons nous empoisonner, nous allons nous ennuyer, parce que le temps est là pour nous donner le désir. Si je peux tout faire, il n'y a plus de désir. Et le désir, c'est bien le choix que l'on a à faire de certaines choses que l'on veut accomplir et pas d'autres, car on ne peut pas tout faire. Donc, on voit bien que ces visions transhumanistes, totalement délirantes, pour moi, mais totalement délirantes, et qui prennent auprès d'une certaine population qui est perdue. Les dieux ont disparu en un sens, les grandes religions et les grands monothéismes patinent, n'ont pas de réponse à ces enjeux planétaires qui nous concernent, aucune réponse, et on voit donc les hommes et les femmes s'orienter vers des délires de ce type qui m'inquiètent en un sens que on a l'impression que c'est par manque, effectivement, et non pas par désir d'être ensemble, c'est par manque qu'ils s'orientent vers ces déviations. Mais il faut savoir que là, je raisonne en européen, blanc d'origine et de tradition chrétienne, judéo-chrétienne. Or, nos amis les Chinois ne pensent pas du tout la même chose, et il faut les entendre. Ils n'ont pas la même vision que nous en ce qui concerne les rapports humains. Vous savez qu'en Chine, l'homme n'a aucun droit. C'est presque inscrit, non pas dans la Constitution, mais depuis la plus haute antiquité, l'homme chinois n'a que des devoirs. Ce pays a été toujours peuplé d'une population 10 fois plus nombreuse que la nôtre, et a dû gérer depuis le début des masses considérables d'individus. Et donc chacun doit à l'État, quel qu'il soit, que ce soit un empereur ou l'État d'aujourd'hui, et personne n'a de droit. Alors c'est compliqué parce que quand on écoute ces Chinois et qu'on parle avec eux, beaucoup vous disent « mais nous on s'en fout d'être fliqués » parce que quand on regarde en gros depuis 40 ans, la Chine s'est développée à une vitesse inimaginable. 350 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Il reste peut-être encore 600 millions de paysans qu'il va falloir aider, mais nous progressons et nous acceptons certaines contraintes parce que nous allons mieux. Et on a l'impression que notre vieille Europe, elle, est en décrépitude, parce que nous avons tout. Nous avons la sécurité alimentaire, et ne parlons pas de la malbouffe, nous avons la sécurité alimentaire. Nous avons la sécurité sociale, nous avons une médecine de qualité qui nous répare, nous avons un État qui fonctionne, et nous avons une certaine liberté d'être. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait de plus? On a l'impression de se retrouver un peu comme la Pompadour qui, se faisant tirer le portrait à Versailles par Quentin Latour, voit tout d'un coup Louis XV qui frappe à la porte et qui lui dit je viens de perdre la bataille de Rosbach, et elle lui répond après nous le déluge. Donc on a l'impression que notre vieille Europe est en train de perdre la face. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, où les Américains, notamment les Américains de la côte ouest, ceux de la Silicon Valley, sont quasiment tous transhumanistes, prêts à se transformer, et les Chinois qui sont aussi à 90% d'accord pour mettre au point ces technologies et les développer et les distribuer aux citoyens, c'est le Pacifique qui est en train de faire le monde. Et notre vieille Europe s'écroule dans un espèce de Brexit lamentable, des populismes qui explosent, et une non-volonté politique de faire en sorte que les 500 millions que nous sommes, et que nous 515 millions, si je retire les Anglais 450, que nous sommes, seront simplement en 2050 500. De 450, nous allons passer à 500 millions en 2050. Pendant ce temps-là, l'Asie aura 4,5 milliards d'habitants.
L'Afrique, 2,5 milliards, l'Amérique, 1,3 milliard. Qu'allons-nous devenir? Est-ce qu'on est conscient des enjeux world qui sont là devant nous pendant qu'on est en train de bouffer un bon rôti de porc avec un petit alox corton tranquille chez soi? Nous sommes à la ramasse. Je suis désolé, mais j'insiste là-dessus. Nous sommes en train de perdre la face. Nous n'avons pas une start-up qui ait pu acquérir un statut de leader mondial alors que Facebook a 14 ans et que Google vient de fêter ses 20 ans. Et qu'Apple vient d'être capitalisé à 1 000 milliards de dollars. Où sommes-nous? C'est un vrai débat. Et je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas en fin de civilisation. Nous sommes peut-être Rome 476 avec Romulus Augustus, le dernier empereur. Il faut bien se méfier. La Chine est en train de coloniser l'Afrique qui était notre territoire colonial. Et nous sommes derrière, nous courons derrière. Donc nous ne sommes plus dans la course. On nous montre parfois comme ça, c'est vrai qu'on a de très beaux ingénieurs, de très grands mathématiciens. Et alors, est-ce que politiquement, nous sommes capables de tenir à 500 millions? Nous risquons de devenir un grand marché. On viendra visiter les châteaux, la bonne bouffe, les jolies robes faites par nos couturiers, les délicats parfums, une espèce de Disney World, un Disney Europe mondial où on viendra se faire plaisir. Mais nous ne serons plus dans la course, dans la bataille à la puissance, à l'organisation du monde. J'en reviens à la médecine. Pardon, mais il fallait que j'insiste un peu sur ce thème parce qu'il est extrêmement prégnant. Nous avons des élections européennes dans quelques mois. L'Europe, la Commission européenne a lancé un sondage qui est très bien fait. 15 questions. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Union européenne. 15 millions d'Européens ont répondu, dont 45 000 Français. C'est une catastrophe. Et après ça, on va dire que l'Europe, c'est loin, ils nous emmerdent, ils nous sont là à nous faire des décrets, des directives, des trucs qui ne nous intéressent pas. Nous ne sommes pas présents à Bruxelles et nous ne pesons plus. Donc j'en reviens à la médecine et j'en reviens à la kinésie parce que la kinésie m'intéresse parce que vous êtes un métier très particulier en ce sens que vous êtes des hommes et des femmes qui touchez réellement le corps alors que le médecin que je suis de plus en plus va s'en abstraire puisque la biologie et l'imagerie sont en train de plus en plus de faire les diagnostics avant même que les symptômes ne parlent, avant même que la palpation n'indique quelque chose. Donc la clinique, qui était le savoir-faire du médecin, disparaît aujourd'hui. Et je le vois quand j'exerçais encore les malades qui avaient un cancer de la prostate qui ne souffraient de rien. Tout ça parce qu'on avait détecté un dosage de PSA un peu élevé, on leur faisait une biopsie, on trouvait le cancer. Ils me disaient parfois, mais docteur, êtes-vous sûr que c'est bien moi, il n'y a pas une erreur d'étiquetage, je ne souffre pas. Nous sommes encore dans cette vision de la médecine biblique où Job, sur son fumier plein de pustules, s'adresse à Dieu en disant « Mais Seigneur, Seigneur, qu'ai-je fait pour que tu m'aies mis dans cet état-là » Et donc, la médecine voit la clinique disparaître, alors que la kinésithérapie, pas du tout. Vous serez encore des hommes et des femmes de relations palpatoires, du toucher, même si vous allez utiliser des machines de plus en plus, des systèmes, des algorithmes qui vont vous permettre de mieux comprendre quel malade a besoin de telle ou telle technique. Ça, vous avez à foncer dans ces technologies-là. N'hésitez pas, soyez les premiers. Allez voir des ingénieurs pour développer toutes ces techniques qui vous aideront à mieux comprendre le corps, encore, ce qu'est le corps et ce que l'on fait avec son corps. Mais vous aurez toujours cette relation très particulière que nous perdons peu à peu, les médecins. Donc, j'ai bon espoir sur l'avenir de la kinésie en ce sens, dans un métier de vraies relations humaines, passant par les mains. Les mains, c'est capital ça, tout à fait. Et donc, si vous voulez, nous, en médecine, on va de plus en plus déléguer à la machine, à la fois, je l'ai dit, le diagnostic, l'indication du traitement et effectivement, parfois, l'effection même du traitement. Et ce qui va nous rester, c'est qu'il faudra que nous retrouvions, c'est ce que vous avez gardé, vous, c'est-à-dire la relation humaine que l'on a souvent perdue en médecine parce qu'on s'est retranché derrière la technologie, derrière nos écrans d'ordinateur, derrière tous ces systèmes qui nous isolent du malade. Aujourd'hui, en consultation, combien de médecins ont encore un portable à l'oreille pendant qu'ils ont en face d'eux le malade? C'est absolument scandaleux. Ou alors en face, entre eux et le malade, un ordinateur où ils pianotent. Ce n'est plus de la relation humaine. Et donc, quand on n'a plus de relation humaine, on perd la confiance. Car le plus beau dans une consultation, c'est quand le malade, à la fin, vous dit, quand vous lui avez tout expliqué, des technologies possibles, des moyens qu'il y avait de traiter sa maladie, et si c'était vous, docteur? Donc, quand il vous dit ça, c'est qu'il se remet totalement à vous. Ce qu'il ne faut jamais faire, parce qu'il ne faut jamais proposer au malade ce qu'on ferait pour soi. On a toujours tort. Dans ce cadre-là, il faut vraiment s'occuper de lui ou d'elle et non pas faire comme si c'était soi. Mais nous allons rester
les conseillers en santé, et il faudra donc modifier totalement les études de médecine, insister beaucoup plus sur la communication, la psychologie, l'art d'être ensemble, l'art de l'interrogatoire. Ça s'apprend, comme on apprend pour les flics et les gendarmes. C'est comme ça. Et nous, on nous a jamais appris à interroger intelligemment quelqu'un, parce que c'est par l'interrogatoire déjà qu'on apprend tellement de choses de la personne qui est en face de vous en 15-20 minutes. Il faut des consultations qui soient au moins d'une demi-heure et non pas de quelques minutes comme ça à la rapide, pour vraiment être présent au monde et aider la personne. Car c'est bien gentil, mais lorsque vous allez avoir un malade qui va se retrouver avec Elisa ou Exa, je sais plus, enfin bref, un assistant vocal qui va lui dire, quand il va appuyer sur le bouton, bonjour, bonjour, vous avez un cancer de la prostate stade 2 grade 3, tapez 1 pour avoir le compte-rendu, 2 pour choisir votre traitement, 3 pour avoir un conseiller, ben vous allez taper 3, bien évidemment, bien évidemment. Et donc vous allez taper 3 parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous parle, qui vous dise mais comment toute la terre s'écroule quand j'apprends ce cancer, que vais-je faire, vais-je mourir dans 6 mois, dans 3 semaines, puis vivre encore 15 ans, faut-il que je parte aux Seychelles pour ma dernière croisière, bref. Donc on voit bien que toute la médecine va s'orienter vers le plus de communication, le plus de compassion. Et ça, on ne l'apprend pas aujourd'hui, pour 2 raisons. D'abord parce que ce n'est pas dans le cursus, et deuxièmement, on a affaire à des étudiants en médecine qui sont formés par les sciences dures. On a des gamins et des gamines qui ont des mentions très bien bac S, et ça ne vous rend pas forcément ce qu'il y a de plus empathique, parce que ce sont des gamins et des gamines qui considèrent que 1 plus 1 égale 2, alors qu'en médecine, 1 plus 1, ça peut faire 1,8 ou 2,1. Et donc, tout ça va être à changer. C'est un changement radical dans la formation, un changement radical dans le rôle du médecin qui va être aidé, qui va participer avec vous, avec les infirmiers, les kinésies, les sages-femmes, les nouveaux métiers qui vont sortir au niveau master comme vous, qui seront soit des assistants chirurgiens avec capacité d'opérer, soit d'autres assistances, mais en toute liberté d'action. Je crois qu'on va vers ça, une redistribution des rôles et des métiers, et ce qui est tout à fait salutaire. Parce que c'est comme cela qu'il faut voir l'avenir. Donc le travail collaboratif en groupe, en communauté, je dirais, de professionnels qui s'entendent et qui se complètent. Le médecin n'étant qu'une partie d'entre eux. Et je pense qu'à terme, la formation devrait être celle, là encore, d'une licence qui nous donnerait le niveau d'infirmier, tous, on apprendrait les mêmes choses tous, quelle que soit la suite, puis ensuite d'un master, 1 ou 2, qui nous orienterait vers la kinésithérapie, vers la maïotique, vers un assistant à ceci et cela, vers d'autres professions avec la liberté d'entreprendre, et puis au stade 3, au doctorat, au bout de 8 ans, des docteurs dont il faudra sans doute, il faudra qu'ils soient moins nombreux. Nous n'aurons pas besoin d'être aussi nombreux. L'histoire des déserts est une absurdité. On peut très bien modifier tout cela en s'entendant entre différents acteurs. Et on pourra être licencié, puis pratiquer pendant quelques années, et ensuite passer un master si on le veut, puis peut-être un doctorat. Bref, nous allons tous, pour ceux qui sont les plus jeunes, qui rentrent dans les métiers à 20 ans, ils vont travailler 50 ans. Hein. Et on ne va pas rester 50 ans dans le même moule. C'est fini ça. On fera plusieurs actions, on aura plusieurs responsabilités différentes. Donc vous voyez les changements sociétaux considérables. Je vais peut-être m'arrêter pour qu'on échange. Vous me direz, mais les changements sociétaux considérables dans nos professions et dans la globalité de nos sociétés qui se dessinent. Et il faut dire que les États la patinent complètement et que nos démocraties sont en danger. Car quand on voit la puissance de l'intelligence artificielle, les capacités de contrôle des individus, les pays autoritaires peuvent gagner demain. Et la Chine en est un. Et on voit bien que les Chinois ne sont pas mécontents, je vous l'ai dit et je le répète, parce qu'ils vont mieux, globalement. Donc il faut se méfier énormément, et les démocraties telles que nous les connaissons aujourd'hui ne répondent plus. Je ne suis pas un fasciste, hein, loin de là, mais ne répondent plus aux défis qui sont les nôtres. On ne rêve plus de la démocratie. On l'a bouffée un petit peu, et il va falloir qu'on la repense complètement entre le local et le régional que nous connaissons bien et qui est sans doute le tissu de demain, et le global planétaire, où se situeront les États-nations. C'est une vraie question, avec l'intelligence artificielle et la rapidité de communication dans le monde. Donc voilà, je ne sais pas si je peux poursuivre ou pas, vous me dites, on avait dit 20 minutes, j'en suis là à 20 minutes à peu près.
Écoutez, je vous propose, professeur Valencien, qu'on vous pose des questions. Oui, tout à fait. Alors, vous ne l'avez pas forcément entendu, mais vous avez été applaudi à de nombreuses reprises ici dans la salle pendant votre exposé. Avant de donner la parole à la salle, j'en ai une, moi, de questions. Je vous sens plutôt inquiet ou tout le moins perplexe quant à notre capacité à accompagner intelligemment, à maîtriser les bouleversements numériques qui se profilent, qui sont déjà en cours. Vous savez, seul l'imbécile n'est jamais inquiet, parce qu'il ne se rend pas compte. mais je suis inquiet, mais positif. Je sais que nous sommes... Enfin voilà, si nous ne nous remuons pas, si nous ne retroussons pas nos manches ensemble, c'est pas la France qui va faire avec ses 67 millions d'habitants. C'est fini, ça. Nous sommes la 6e puissance du monde, nous étions la 5e, nous allons passer à la 10e. Quand on voit la puissance d'accélération de la Chine, de l'Indonésie, du Nigeria, qui en 2050 sera à 450 millions d'habitants, 3e puissance démographique du monde. Donc il faut bien comprendre ça, ça va très vite. Et c'est seule l'Europe qui peut nous aider à réagir. Parce qu'à 500 millions, avec le niveau culturel, le niveau d'ingénierie que nous avons, nous pouvons tenir notre rang. Mais ce n'est pas nos États, c'est fini ça. Donc oui, je suis un européiste forcené et je suis un régionaliste forcené. Voilà. Et je pense qu'on pourra gagner si on a tous conscience de ça et si on pousse nos politiques à aller dans ce sens-là. Rien n'est perdu puisque tout reste à faire. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout là-haut. Alors, vous avez un micro? Oui. Oui. Oui, j'entends très bien. Voilà, très bien. Alors, le professeur Valencien vous entend. Monsieur, allez-y. Voilà. Alors, cher professeur, des compliments d'abord. J'ai eu le bonheur de lire votre bouquin Homo Artificialis et je crois qu'il est remarquable. Je le conseille parce qu'il suscite la réflexion. J'en profiterai au même titre de dire également de découvrir Homo Deus qu'on a vu ce matin avec un autre intervenant qui lui aussi... Ce sont deux bouquins qui sont indispensables et donc je tenais à l'exprimer. Deux petites questions, professeur. Concernant la robotique, bon, ça mériterait des heures de débat, hein, bien sûr. Concernant la robotique, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'homme aura toujours la main ou est-ce que c'est plutôt le robot que l'homme sera au service du robot? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour, le robot ne va pas finir par avoir une conscience? Et ma deuxième question, je vous redonne la parole. Je vois le titre de votre conférence, « De l'homme augmenté à l'homme réparé ». Pourquoi avoir choisi cela et ne pas avoir dit « de l'homme réparé à l'homme augmenté » ? Si, alors, pardon, excusez-moi, alors je reviens, c'est une erreur de frappe sans doute, j'avais pas fait attention. Le titre, c'était « De l'homme réparé à l'homme augmenté ». Et je vais répondre d'abord à cette question-là, en ce sens que je suis de ceux qui considèrent que tout doit être fait pour réparer, vous en êtes vous-même des acteurs, et vous le savez. Donc, aucune limite à la recherche scientifique, au développement des technologies, peut-être les plus osées, les plus folles, pour aider celui ou celle qui est handicapé, malade ou blessé. Ça, c'est évident. Pas de principe de précaution là-dessus. Je m'emporte quand ces espèces d'états d'âme. Ce sont simplement les dérivés technologiques de ces inventions qui peuvent parfois poser problème. Et c'est à la société de réfléchir si oui ou non on doit les utiliser ou pas. Donc voilà, je suis de ceux qui considèrent que là-dessus, réparer, aucun problème. En revanche, je m'oppose absolument et férocement à toute intrusion à l'intérieur de moi-même, non pas de système, parce que vous avez des hommes et des femmes qui, malades, ont des pacemakers connectés, ont des systèmes connectés pour leur glycémie et autres, mais en tant qu'homme, disons, à peu près sain, ça serait encore tout un débat de savoir ce qu'est l'état de santé. Hein. Comme disait Knox, c'est un état précaire qui ne présage rien de bon. Donc, de là à me sentant à peu près en forme, et me dire que Elon Musk pourrait m'implanter une puce dans le cerveau pour me permettre d'avoir plus de mémoire et penser plus vite, je dis non. Parce que du jour où je serai pucé de cette sorte, n'étant pas malade, je deviendrai l'objet de celui qui m'aura introduit l'outil, qui pourra le contrôler, voire l'objet des hackers. Et ça, je n'en veux pas. Ma personne s'arrête là. Je garde mon individualité, je veux garder mon secret, je veux garder mes mensonges. C'est ça l'humanité. Nous sommes bien au-delà et je vais revenir à la première question qui est celle de la conscience.
Nous ne savons pas vraiment ce qu'est la conscience. Nous avons des consciences extrêmement variées, conscience du travail, conscience du bien et du mal, conscience du beau, conscience de soi-même, conscience des autres. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a depuis, alors là ça serait un débat philosophique énorme, mais depuis que les particules, depuis le Big Bang, qui n'était ni Big ni Bang, mais depuis ce moment décrit par nos amis astrophysiciens, où des particules étaient dans une espèce de soupe primitive, incapable de s'agglomérer entre elles, tant la chaleur était importante. Mais quand la chaleur s'est réduite extraordinairement vite, elles ont commencé à chercher à s'agglutiner. Nous sommes, depuis le début, des particules de connexion. Nous sommes, depuis le début, je dis que le vivant est partout. J'ai c'est mon petit côté oriental, ça. Les particules, les molécules qui font ensuite les cellules, qui font ensuite les tissus, qui font ensuite les organes et puis les organismes. Tout est vivant. La pierre est vivante. C'est parce qu'elle ne parle pas qu'on lui interdit d'être vivante, mais parce qu'elle vit sur des milliards d'années. Les plantes sont vivantes, les animaux sont conscients, malgré ce que disait Descartes, qui les pensait uniquement d'instinct, mais quand on connaît les animaux, on voit bien quels sont leurs niveaux de conscience parfois exceptionnels et d'empathie exceptionnels. Et nous sommes, nous, les plus aboutis parce que nous sommes capables, nous renversons la flèche de l'évolution. Nous sommes les premiers anti-darwiniens. Toute l'évolution a été faite dans la donnée d'une adaptation et d'une résistance aux forces qui pouvaient nous détruire. Toutes. Et c'est la puissance d'être. C'est ça l'évolution. Or, l'homme... Pardonnez-moi, professeur. Oui, professeur Valencien, allez-y, oui. Parce qu'on va revenir sur la première question de monsieur. Je finis juste. Et que nous sommes les premiers à inverser l'évolution, en étant capables d'aller tendre la main aux plus petits, aux plus malades, aux plus pauvres, aux plus paumés. Ça, c'est exceptionnel. Aucun ne le ferait autre que nous, ça. Et nous sommes capables d'aller nous sacrifier pour des idéaux. Donc, voilà notre humanité. Elle est belle, et je ne voudrais pas qu'elle se dégrade sous l'emprise de marchands de rêves qui sont là pour faire uniquement fructifier leur grande boutique. Voilà, alors, la première question de monsieur portait sur la conscience éventuelle et future des robots. Je la complète, ça tombe très bien, parce qu'on fête cette année le 50e anniversaire du film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, et on se souvient de ce fameux robot HAL qui prend le contrôle comme ça du vaisseau spatial et qui tue les astronautes. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction, ou est-ce qu'un jour nous serons au service des robots? Non, ce n'est pas de la science-fiction au sens où vous avez déjà les SALA, hein, les systèmes d'armes létales automatiques, qui donc ce sont des drones qui tirent d'eux-mêmes, qui décident d'eux-mêmes. Il n'y a plus à appuyer sur le bouton à partir du QG. Le drone choisit sa cible et la tire. Et au point que ça crée un vrai problème et qu'il y a une prise de conscience mondiale pour arrêter le développement de ces armes. Notamment, 3000 ingénieurs de chez Google ont envoyé une lettre à Sundar Pichai, le patron de Google, qui travaillait avec la DARPA, qui est l'agence de défense avancée de la recherche américaine, ils ont demandé à leur patron de Google d'arrêter les contrats avec l'agence de défense américaine pour ne pas aller à ce genre de création. Donc nous l'avons déjà, ça. Nous avons déjà des systèmes tueurs autonomes. Il faudra les arrêter. Vous savez, on est dans le même débat qui a eu lieu avec l'énergie atomique. Moi, je m'en sers, les médecins s'en servent tous les jours de l'énergie atomique en scintigraphie osseuse ou autre, en différents systèmes de traitement par rayonnement. Donc, on utilise l'énergie atomique. En même temps, on a fait péter 2 bombes à Nagasaki et Hiroshima, et depuis jamais, parce qu'il y a une prise de conscience mondiale. 10 ans après Hiroshima, Bertrand Russell a lancé son appel mondial en 1955 à la dénucléarisation, et en 1967, le premier traité de non-prolifération a existé, et il dure toujours. Et même si le petit Coréen est là à s'exciter avec le grand blond de l'autre côté, on voit bien que personne n'ose y aller. Hein. Personne n'ose y aller. Donc, on est toujours, et ça, vous savez ça en médecine comme nous, les kinés, on est toujours dans le rapport bénéfice-risque. Hein. Qu'est-ce qui permet d'aller au-delà d'eux si ça ne dégrade pas plus que ça ne traite? Donc oui, nous aurons des robots de plus en plus... Alors intelligents, tout dépend de ce qu'on appelle l'intelligence. Là encore, elle est multiple, l'intelligence. Elle n'est pas uniquement celle du calcul. Et si on regarde le QI, ce n'est qu'une infime partie de nos intelligences. Donc, quand on discute avec Yann Lecoin ou d'autres chercheurs, Ganassia et autres, d'autres chercheurs qui vraiment ne sont pas des fous
du numérique, ils nous disent on est très très loin de l'intelligence artificielle forte, très très loin, très très loin. Nous ne sommes absolument pas au niveau d'une possibilité de conscience d'une machine qui aurait conscience d'elle-même et donc des autres. Parce que pour avoir conscience, il faut s'exprimer. Il faut communiquer et c'est par le langage. La conscience passe par le langage de plus en plus. Et c'est bien parce que nous avons un langage extrêmement compliqué que nous avons des consciences aussi multifactorielles. Donc on n'est pas prêt. Là, on est dans la fantasmagorie. Nous avons affaire à des machines froides, non biologiques, qui resteront là, on leur demandera de rester à condition de le faire. Voilà. Alors dans certains domaines, oui, elles sont plus fortes que nous, plus puissantes que nous. Elles calculent beaucoup plus vite sur des nombres beaucoup plus importants. Elles sont capables de prévenir un certain nombre de choses. Vous avez vu que Facebook peut savoir globalement, avec un résultat assez bon, si telle ou telle personne va se suicider parce qu'on voit que sa page, il l'utilise moins souvent, que les couleurs sont de plus en plus sombres, qu'il y traite des thèmes qui sont des thèmes de désespérance, bien avant que le moindre psychologue ou la famille d'à côté ne voit que la personne est en danger. Donc tout ça va nous aider, mais je ne pense pas que cela nous dépasse. Nous sommes des êtres biologiques qui avons, notre cerveau est sans commune mesure avec l'ordinateur le plus puissant du monde, qui est chinois aujourd'hui, plus américain, et fait avec des pièces chinoises et plus avec des pièces d'Intel, et qui développe près de 100 pétaflops, c'est-à-dire 100 millions de milliards d'opérations par seconde. Mais mon intelligence, alors c'est une machine énorme qui fait 700 mètres carrés, qui bouffe une énergie colossale, et moi avec mon petit citron de 1300 grammes, mais je suis 1 milliard de fois plus malin, intelligent, en prise avec la nature, les événements, le cosmos, que cette espèce de machine faite de métal, de plastique et de fils électriques. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. Nous ne serons pas débordés par HAL. Bien, allez, encore une question, parce que vous avez vu que le professeur Valencien est un passionné, et comme tout passionné, il est volubile. Alors, en tout cas, vous faites très bien la mèche de Donald Trump, on a bien reconnu. Est-ce qu'il y a encore une question ou une... Oui, Nicolas Pinceau ? Voilà, venez jusqu'ici, il faut descendre. Ce sera la dernière question, et ensuite on va libérer le professeur Valencien. Non, mais j'ai le temps, c'est vous qui êtes pressé. Oui, je voulais vous faire porter le chapeau, mais... Non, ça je refuse. Bonjour professeur, vous avez esquissé à la fin une réflexion sur l'inexistence finalement des déserts médicaux en projetant potentiellement une réorganisation un peu des soins, une redistribution des actes et en dessinant, on va dire, un avenir sur la formation qu'on voit déjà un peu se dessiner dans les différents textes qui sortent. Du coup, je voulais savoir si c'était vraiment un vœu personnel ou quelque chose qui vous semblait être faisable, pourquoi pas à court terme, et quel point de vue vous aviez là-dessus? Je pense qu'il y a une prise de conscience. Je dirais que le plan Ma Santé 2022, globalement, moi j'y adhère parce que, en gros, ce sont plein de pixels qui finalement dessinent un tableau cohérent. Ce qu'on n'a jamais eu avant. On s'occupait de l'hôpital, ou alors on s'occupait de la ville parce que ça râlait d'un côté ou de l'autre, donc on faisait des plans comme ça à la va-vite. Mais là, on a une vision, c'est bien une transformation du système. Et donc, les déserts vont disparaître assez vite. Simplement, il va falloir faire prendre conscience aux Français qui habitent les villages, qu'on n'aura pas un docteur dans la maison auxiliaire au fond d'un village de 800 habitants, taillable et corveillable à merci, samedi, dimanche y compris, jusqu'à minuit. Ça, c'est fini. Bon, nous aurons tous les moyens de télétransmission, tous les moyens de transport possible aussi en voiture automatique ou ce que vous voulez, tous les moyens de connexion avec les différents acteurs qui seront réunis dans des hubs sanitaires de proximité, les maisons de santé, dans laquelle les kinésithérapeutes comme vous seront bien sûr plus que suscités et plus que demandés pour travailler avec les outils. Et puis nous irons dans les villages où on peut très bien demander à la mairie un petit bureau où le lundi ce sera l'infirmier ou l'infirmière, le mardi le kinési peut passer pour un certain nombre de gestes simples, le mercredi le médecin, le jeudi le psychologue. Bref, c'est une réorganisation du tissu à partir des hommes et des femmes, des professionnels que nous sommes, en utilisant les outils de la modernité. C'est pas difficile, ça coûte pas cher, mais ce qu'il faut, c'est rompre cette vision ancestrale du médecin seul à bord, à qui on s'adresse pour tout. Nous allons partager l'expérience, nous allons partager la responsabilité
tous ensemble pour les malades. Et ça va se faire bien, je pense. La jeune génération, en tout cas, des carabins, est prête à cela. Et je pense que de votre côté aussi. Donc, je suis très confiant sur une mise en place assez rapide de ces systèmes de hubs sanitaires de proximité qui seront reliés aux hôpitaux par télétransmission. Mais ça coince auprès de tous les vieux médecins, les généralistes qui râlent et tout ça, parce que voilà, il faut écluser ceux et celles qui ont vécu 40 ans comme ça et qui ne comprennent pas que le monde change. C'est la vie du monde, voilà. Mais on va y arriver, je suis convaincu. Bien, plus de questions? Non, plus de questions, plus de remarques. Si, une dernière, vous faites court, promis? Allez, une dernière question pour vous, professeur Valencien. On apporte un micro à monsieur. Je prends. Et voici monsieur. Merci beaucoup. Je citerai juste la phrase de Jean Piaget qui disait « L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas ». Pour nous différencier des robots, je pense que c'est pas mal. Oui, écoutez, vous avez totalement raison. Totalement raison. Et il faut savoir en plus que nos corps fonctionnent, si j'ai une minute, mais vous le savez mieux que moi, hein, en les manipulant, nos corps fonctionnent sans qu'on le sache. Nous sommes effectivement des machines extraordinairement sophistiquées. Notre conscience est de l'ordre de 1%. Entre les moments de sommeil et les moments où nous sommes conscients, quand on regarde l'immense majorité de ce que nous faisons, des gestes, là quand je suis en train de vous parler, je fais des gestes, je manipule ma langue, je ne suis pas en train de regarder tous les muscles que je dois activer pour vous dire un mot. Donc je fonctionne par automatisme, par mémoire, je suis un être en fait du passé. Nous sommes des êtres qui nous reconstruisons en permanence à partir de cartographies cérébrales que nous avons apprises les unes après les autres, mais ça depuis des milliards d'années, depuis que les premiers êtres vivants, il y a 3,8 milliards d'années, ont commencé à émerger dans le nord du Canada. Donc on voit bien que on a voulu nous faire croire que nous étions intelligents. Oui, si l'intelligence est globale, comme vous le dites, et sur le faire, vous avez totalement raison, je vous rejoins. Et c'est ça peut-être notre force, c'est notre capacité aussi comment dire, de parer à l'imprévu, à ce qui n'était pas programmé. C'est ça, notre créativité. Et il va falloir la développer. Et je pense qu'en retirant de la mémoire, pour la mettre dans la boîte, pour la mettre dans le garde-meuble numérique, en retirant tout ce qui nous encombre nos neurones, nous allons non pas nous augmenter en mettant plus, en l'électrifiant, mais nous allons nous libérer de l'espace pour de la créativité. C'est exactement ce que dit Jean-Michel Blanquer, hein, le ministre de l'Éducation nationale, qui a tout compris. Et ça, c'est pour le faire dès l'âge de 2 ans, très tôt. Commencer à être dans la créativité auprès des tout petits pour qu'ils continuent à multiplier les connexions neuronales et à continuer à inventer. C'est notre avenir, c'est l'invention. Merci infiniment, professeur Valencien. Merci beaucoup. La salle vous applaudit. Je vous en prie.